Judaïsme pluriel. Un regard sur les sciences, l'histoire, la musique, la littérature, animé par Roland Bentoussan. Bonjour chers amis, nous voici avec Christian et Swan Xeri pour cette dernière émission sur le développement personnel, vu par les neurosciences. Et pour commencer, une question. Quels sont les principaux obstacles au changement ? Qui veut répondre ? Alors, moi je peux déjà apporter un élément de réponse. Si on situe le contexte qui va opposer croyances et connaissances, par exemple, où les croyances nous font penser que les choses sont relativement figées. La plupart des croyances, d'ailleurs, nous sommes tous nous sommes tous un peu contaminés, entre guillemets, par des croyances. Et ces croyances nous figent dans quelque chose d'un peu immobile, finalement. Les choses sont ce qu'elles sont et elles ne changeront jamais. Voilà. Ça, c'est une croyance très limitante. Oui. On peut opposer croyances, alors, que ce soit des croyances religieuses ou d'autres croyances, font que il y a comme une sorte de vérité qui est admise, même si, et donc on ne peut pas la remettre en question. Alors que on oppose aux croyances la connaissance. La connaissance, c'est quelque chose de mouvant, c'est quelque chose de provisoire, c'est quelque chose qui avance. Ce sont des éléments que l'on peut essayer d'expliquer, de rationaliser, de démontrer. Et donc, suivant que on est plutôt, un peu figé, accroché à des croyances, eh bien, on va avoir une tendance à ne pas avancer, plutôt à se poser comme quelqu'un qui subit les choses, et de subir à être victime d'eux, il n'y a qu'un pas, et évidemment qui va bloquer la possibilité d'avancer. Je suis comme je suis, jamais je pourrai changer, et puis de toute façon, tout est toujours, c'était mieux avant aussi. Ah oui. Voilà, ça c'est, c'était mieux avant. J'y peux rien. Et j'y peux rien, je ne peux, voilà. La connaissance, par contre, elle est, c'est pas évident parce qu'elle est provisoire, donc c'est quelque chose de fragile. On l'a vu pendant la crise du Covid, par exemple. On a vu comment des croyances ont pu s'opposer à de la connaissance qui, parce qu'elle était incertaine, faisait que les gens se réfugiaient dans ce qui semblait bien établi, solide, à savoir les croyances, justement. Et donc, mais nous sommes tous, encore une fois, notre pensée contient à la fois des croyances et des connaissances. Et le tout, c'est d'être quand même dans une dynamique où on remet en question ces croyances si on peut, sachant qu'on est quand même affecté par des biais cognitifs, comme le biais de confirmation, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à ne fréquenter que les personnes qui pensent comme nous, qui croient comme nous. Il y a d'autres biais, comme le biais de négativité, on va penser que finalement, les choses vont toujours aller assez mal, et que on regarde plutôt le verre la partie à moitié vide du verre que la partie à moitié remplie. Et ça donne une attitude face à soi-même, au regard qu'on pose sur soi, une attitude face au changement qui est soit fermée, soit ouverte. Ouverte aux opportunités. Où la menace, dans un cas, est quelque chose qui paralyse, alors qu'elle peut être aussi perçue comme une opportunité. Alors justement, c'est ça, voilà, croyance ouverte, croyance fermée. Voilà. Non, ça va ? Bon. Alors là, on a abordé aussi dans ce livre la notion de routine. Alors, il faudrait définir ce que c'est qu'une routine, et puis comment est-ce qu'on peut les faire évoluer, ces routines ? Oui, alors si on doit définir de la manière la plus simple possible une routine, c'est quelque chose que l'on fait de manière similaire et jour après jour et continuellement. Ça peut être par exemple, on se lève tous les jours à la même heure, c'est une routine. Si on décide par exemple que tous les dimanches matins on fait une balade en famille, ça peut être une routine. Donc il y a un ensemble de routines et dans l'absolu la routine est rassurante. Alors, oui, à nouveau, voilà, c'est à la fois confortable et rassurant, ça amène une forme de clarté et notre capacité à prédire ou à prévoir le lendemain ou ce qui va se passer dans la journée est quelque chose que l'on aime et que l'on apprécie. Maintenant, ce qui est important, c'est d'être capable d'identifier parmi nos routines celles qui sont favorables et celles qui le sont moins. Par exemple, je sais pas, mais boire un verre de coca pendant un repas, on peut considérer
ou pas, ça je laisse à l'appréciation de chacun, si c'est une bonne ou une mauvaise routine. Oui, tout à fait. Et tout dépend l'angle que l'on prend. Voilà. Donc ce qui est important, nous sommes des êtres de routine, et ça en l'occurrence ce n'est pas un problème. Ce qui est par contre intéressant, c'est d'être capable de définir parmi nos routines du quotidien lesquelles s'inscrivent dans une démarche de progrès et de développement personnel et lesquelles nous retiennent un peu à être qui l'on était et pas qui l'on peut être. Et au sein de ces routines-là, voilà, du coup, savoir lesquelles je garde, lesquelles je laisse, et définir de nouvelles routines de progrès. Dans les routines, on avait distingué une zone de contrainte et une zone de confort. La zone de confort, l'idée, c'est de l'étendre, cette zone de confort, dans une dynamique de progrès. Ça veut dire acquérir de nouvelles expertises, de nouvelles compétences, mais en restant... Enfin, l'objectif, c'est qu'elles deviennent une source de bien-être. Ça veut dire qu'il faut passer par une étape où il y a peut-être un péril, des défis à surmonter. Une fois qu'on les a surmontés, on se retrouve à l'aise, mais avec des compétences qui sont élargies. Et là, on est dans une routine de progrès, on va dire. Et cette zone de confort, on l'a élargie. Et puis, il y a une zone de contrainte. Des contraintes on accepte de vivre parfois avec des contraintes. Et l'idée dans le développement personnel, c'est de réduire cette zone de contrainte le plus possible. Que ce soit dans la vie personnelle, la vie professionnelle, etc. Pour faire en sorte que cette zone de routine, donc encore une fois, qui inclut contrainte et zone de confort, fasse qu'on se sente beaucoup mieux, qu'on avance, qu'on progresse et qu'on puisse atteindre des objectifs, qu'on soit dans une dynamique, encore une fois, de progrès. D'accord. Ça nécessite comme ça de s'interroger sur nos routines. Absolument. Oui. C'est pour ça qu'on a dans le bouquin un schéma pour ça. Qui aide les personnes, les lecteurs à se poser justement des questions et à aller chercher des éléments d'information. À nouveau, ce tome 1, c'est un tome de conscience et connaissance de soi, donc qui est vraiment basé sur de l'auto-évaluation, de l'introspection, et qui permet de mettre à plat tous ces éléments à partir desquels on va pouvoir, et le tome 2 sera dédié à ça, passer à l'action. On se retrouvera pour le tome 2. Avec grand plaisir. Alors, la peur du changement est-elle liée à l'éducation ? Alors, en partie oui, puisque si effectivement tu as reçu un message éducatif basé sur le changement c'est mal, ou le changement c'est risqué ou dangereux, forcément quand tu grandis avec ça, ou si tu grandis dans un environnement familial par exemple, où tes parents ont eux-mêmes toujours eu de nombreuses peurs, ça peut être peur de prendre la voiture pour aller sur l'autoroute, ça peut être jamais vécu aucun déménagement, vécu très peu de changements, tu vois, forcément ça rend le changement tellement nouveau que potentiellement effrayant, pour peu qu'en plus il y ait eu des messages par-dessus, et ça crée ce que l'on appelle des croyances limitantes notamment, et c'est ce qu'évoquait tout à l'heure papa. Et on peut préciser aussi que, par exemple, une éducation qui est trop protectrice va engendrer des personnes qui vont avoir une aversion au risque beaucoup plus élevée. On vit dans une société qui est anxiogène. Quand on interroge autour de nous, tout le monde dit mais cette société, elle est pleine de défis, que ce soit les défis climatiques, les tensions géopolitiques, des choses comme l'inflation, il y a de l'insécurité. Et donc, si on a une éducation qui est trop protectrice, eh bien, la tendance qu'on va avoir, c'est de ne pas vouloir, c'est de refuser le changement en fait, puisque le changement comporte un risque nécessairement. Mais si on trouve que notre situation est anxiogène, c'est pas normal de vouloir changer ? Alors justement, changer c'est... Oui, mais changer coûte. Changer c'est une prise de risque. C'est s'exposer au danger. Et c'est un peu ce que disait Son tout à l'heure, c'est-à-dire que ça c'est un vrai obstacle. Si on cherche la sécurité avant tout, parce qu'on nous a trop protégés, tout ce qui est à l'extérieur et qui menace cette sécurité est vécu comme un danger, et donc on aura tendance à vouloir rester un peu immobile, à se sécuriser avant tout. Alors que tout nous porte vers une adaptation, quand on revient à ça, à l'adaptation au changement, aux défis. Il faut les relever, ces défis. Tu vois, il faut prendre des risques. Et c'est une fois qu'on a pris des risques qu'on peut aller vers une zone où on se sent un peu plus confortable. Bien. Alors, je crois qu'on s'était déjà posé la question de la mémoire par rapport au changement. On l'a posé. Non, c'est Alors, important ça. on l'a évoqué sur une précédente émission, mais on peut effectivement le réévoquer. En tout cas, moi, il y a quelque chose que j'aime bien dire, et papa commentera dessus, mais c'est que
beaucoup se méprennent sur ce qu'est le rôle de la mémoire. Et beaucoup pensent que le but de la mémoire, c'est de se souvenir. Or, c'est pas ça l'objectif de la mémoire. C'est pas de se souvenir, c'est de prédire. C'est pas un outil du passé, c'est un outil du futur. Mais la meilleure manière de prédire l'avenir, c'est d'utiliser nos souvenirs. Donc en fait, tu vois, la mémoire utilise les souvenirs pour permettre de réévaluer les situations de l'instant présent sur la base des expériences passées, et à partir de quoi se dire, ok, je dois aller vers, je dois éviter, je suis capable, je suis pas capable. Donc la mémoire est un élément absolument fondamental. Alors je voudrais citer une de tes phrases, Swan. Mes 20 années d'expérience professionnelle sur les mécanismes de la performance m'ont donné la certitude que c'est l'état d'esprit qui fait la différence, plus que les acquis. Je crois qu'il faudrait qu'on parle pas mal de ça. Oui, avec plaisir. Parmi mes études sur la performance, j'ai essayé de comprendre, notamment dans le sport, qu'est-ce qui faisait que l'on passe d'amateur à professionnel et de professionnel à champion. Et je me suis rendu compte que le passage d'amateur à professionnel, il se faisait par une maîtrise accrue des compétences, ce qu'on appelle en anglais le skill set. Mais pour autant, si tu regardes en Ligue 1 par exemple, le plus mauvais joueur de Ligue 1 reste un professionnel. Et il maîtrise parfaitement les compétences. Il sait jongler, faire une passe millimétrée, mettre un but dans une lucarne. Mais si tu compares le niveau de jeu de cette personne-là avec Kylian Mbappé par exemple, bah, tu te rends compte qu'il y a à nouveau un gouffre. Et ce gouffre, c'est plus une histoire de compétences, mais d'état d'esprit. C'est plus les skill sets, c'est le mindset. D'ailleurs, des joueurs comme Novak Djokovic, qui est numéro 1 mondial en tennis, te disent qu'aujourd'hui, la majorité de leur entraînement est plutôt basée sur le travail de l'état d'esprit que sur celui des compétences qu'ils maîtrisent infiniment et depuis bien longtemps. Donc en fait, les compétences vont t'amener à un certain niveau, mais c'est l'état d'esprit qui va t'amener encore un cran plus loin. Alors c'est quoi l'état d'esprit ? L'état d'esprit, ça passe par justement une bonne gestion des émotions, ça passe par la visualisation, ça passe par la capacité à se remettre en question, ça passe par comment tu transformes les obstacles en leçons, ça passe par ton niveau d'engagement, ta discipline, c'est tout ça que l'on va mettre dans l'état d'esprit. C'est plus ce que tu fais, mais c'est comment est-ce que tu fais les choses, c'est l'intention que tu mets dans ce que tu fais. Et c'est finalement ça qui propulse vers d'autres niveaux. Et d'ailleurs, il y a une psychologue qui s'appelle Carol Dweck qui a travaillé sur le sujet et qui a défini qu'il y avait 2 types d'état d'esprit, l'état d'esprit figé et l'état d'esprit de croissance. Et toutes ces études sur les personnes à succès définissent que ce sont à chaque fois des personnes qui ont un état d'esprit de croissance. Alors si on doit rapidement comparer les deux, mais quelqu'un qui a un état d'esprit figé, c'est quelqu'un qui pense que son savoir actuel est la limite du savoir à acquérir. C'est quelqu'un qui se compare beaucoup aux autres, c'est quelqu'un nouveau qui ne croit pas au changement. Bref, à l'inverse, un état d'esprit de croissance, mais je ne fais que revenir sur des choses qu'on s'est déjà dit, c'est quelqu'un qui se compare surtout à lui-même plus que ce qu'il ou elle se compare aux autres. Donc c'est quelqu'un qui se compare toujours à son propre potentiel. On revient sur la phrase de Nietzsche, et à qui je peux devenir. C'est quelqu'un qui croit que le progrès est permanent. C'est quelqu'un qui remet en question ses croyances et ses acquis justement pour les faire évoluer vers quelque chose de plus. Bref, c'est quelqu'un qui est sur une dynamique de développement personnel. Très bien. Alors dans ces conditions, j'ai tout à fait compris ce que tu dis. Je suis bien d'accord d'ailleurs. Mais comment passer d'un état d'esprit figé à un état d'esprit créatif ? Oui, alors c'est là qu'est la difficulté, mais les étapes en fait, à nouveau, elles sont toujours les mêmes, prise de conscience, auto-évaluation et passage à l'action. Et ça passe notamment par l'éducation. Qui est une clé majeure du changement et de la transformation, parce que ce qu'on se dit là, la plupart des personnes, l'immense majorité, n'en ont absolument aucune idée et elles ne l'ont jamais apprise. D'où l'intérêt d'un livre comme le nôtre, justement de pouvoir aller chercher ce type d'informations, se poser des questions nouvelles, d'avoir des clés, alors d'avoir une confirmation scientifique de ce qu'est le changement, de sa réalité et de comment le faire, et derrière d'avoir des outils pratico-pratiques qui permettent, à nouveau, en identifiant les routines que je veux conserver, celles que je veux changer, mes zones de confort et mes zones de contrainte, comment petit à petit, parce que nous on croit que le progrès c'est pas une transformation, tu sais, il y a un adage qui dit que les gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en une nuit, mais sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en un an. Et qui est intéressant, mais qui rappelle juste que le progrès c'est des petits pas chaque jour qui t'amènent à une destination souhaitée. Un mot de plus sur
Non, je crois qu'il a tout dit. Il faut savoir être patient. Il faut célébrer ses petits succès aussi. Ah oui, ça c'est important. Dans cette démarche de progrès par petits pas. Et puis, comme il a dit, clairvoyance, lucidité à chaque étape, conscience de soi, conscience de ses capacités, c'est très important. C'est ce qui va au fond nous permettre d'avancer vers ses objectifs, de les réaliser, de les concrétiser. Ouais, peut-être, si je peux quand même rajouter quelque chose, je pense que ce qui est important, et c'est notamment l'état d'esprit, c'est de ne pas chercher, c'est pas être trop perfectionniste dans le développement personnel et dans la transformation de soi. Parce que la perfection, c'est un résultat, mais c'est un résultat sur lequel tu as assez peu de contrôle finalement. En tout cas, tu as ta part de contrôle, mais il y a évidemment tout un environnement qui va aussi amener des contraintes supplémentaires au progrès. Moi, j'invite plutôt les auditeurs ici ou les lecteurs du bouquin à aller plutôt vers un état d'esprit basé sur le fait de faire de son mieux. Faire de son mieux, c'est pas de la complaisance. Hein. C'est je donne tout ce que j'ai, tout ce que je suis et tout ce que je peux à l'instant T. Il se peut que faire de ton mieux demain soit différent de faire de ton mieux aujourd'hui. Mais c'est plutôt que de se concentrer sur un résultat, c'est plutôt de se concentrer sur la démarche. Et de ne pas chercher à être parfait, mais de chercher à progresser, à évoluer et à se développer. Ça met beaucoup moins de pression, ça invite à des objectifs réalistes et réalisables, qui d'ailleurs déclenchent de la dopamine, et ça inscrit sur un chemin du progrès qui est aussi en cohérence avec la vie qu'on mène, qui n'est pas une vie qui est dédiée au développement personnel, mais avec un ensemble d'axes de vie sur lesquels on doit aussi travailler avec des contraintes et des bénéfices. Enfin, quand on dit je fais de mon mieux, Ouais. est-ce qu'on ne supprime pas le fait de faire l'effort d'aller plus loin? Tout dépend ce que c'est que faire de son mieux. Alors, si faire de son mieux, à nouveau, c'est d'un point de vue littéral, est-ce que c'est possible de faire mieux que de son mieux? Non. D'un point de vue littéral, si on respecte la sémantique des mots, c'est pas possible. Faire de ton mieux, c'est que tu as donné tout ce que tu avais et tout ce que tu pouvais. C'est pour ça que j'ai amené la notion de, attention, on parle pas ici de complaisance. C'est pas, ouais, ça va, j'ai fait de mon mieux. Non, non, non. C'est, je fais de mon mieux, je donne tout. Tu vois, je donne tout sans forcément chercher un résultat. Ce que je cherche, c'est l'engagement. Si tu veux, on peut trouver un entre-deux qu'on appellerait la quête d'excellence. Tu vois, excellent n'est pas parfait, mais excellent, c'est déjà plutôt incroyable et ça demande de l'engagement. Bien. Eh bien, merci. J'espère en tout cas qu'on aura donné envie à nos auditeurs d'aller plus loin et de lire ce livre qu'on peut trouver partout, hein, maintenant dans les bonnes librairies, comme on a dit. Je rappelle le titre, c'est Le développement personnel vu par les neurosciences, écrit par le père, Christian, le fils, Swan, Xeri, tous les deux. Tu me permets un dernier petit message, ouais. Juste se rappeler que le cerveau, c'est le chef d'orchestre de qui nous sommes et de tout ce que nous faisons. C'est-à-dire que tout ce qui se produit passe d'abord par le cerveau. Donc, avoir une compréhension, qu'elle soit minime ou accrue du cerveau, ce sont dans l'absolu déjà des éléments clés qui peuvent permettre d'évoluer ou de performer. Donc, le cerveau, c'est l'outil, c'est le chef d'orchestre. Donc, c'est hyper important de le connaître, de le comprendre et de savoir comment en exploiter son plein potentiel, et notamment la neuroplasticité. La deuxième chose, c'est que le bonheur n'est accessible que par une démarche de développement personnel. Ou alors, c'est le fruit du hasard, mais dans ce cas-là, tu le perds et tu ne sais plus où le retrouver. Par contre, si le bonheur est acquis sur une démarche construite de conscience, de progrès et de certaines actions, alors le bonheur, c'est plus quelque chose que tu reçois, c'est quelque chose que tu sais fabriquer. Et là, c'est beaucoup plus intéressant. D'où à nouveau la démarche globale de ce livre, c'est d'allier l'outil numéro 1 de la transformation de l'individu, c'est le cerveau humain, et la démarche qui est la quête ultime, pour moi, la performance ultime, c'est le bonheur, qui est une démarche de développement personnel. Et à nouveau, l'idée du livre, c'est d'allier les deux, l'outil et la démarche, pour aller là où on en est. C'est donc vos deux compétences qui s'allient, voilà. Exactement. Et on a compris l'objet de ce livre. Exactement. Voilà. Et merci pour le temps, merci pour la mise en lumière aussi du livre, dont on espère est un livre qui peut servir le plus grand nombre. Oui. Voilà, on l'a pas écrit uniquement parce que c'était le reflet de nos connaissances et pour se faire plaisir. On l'a écrit dans une démarche de serviteur, d'envie d'amener quelque chose aux gens. Et d'ailleurs, quand on lit le livre, vous vous adressez directement au lecteur, vous posez des questions, vous
donner des conseils, c'est pas simplement quelques phrases qui sont alignées comme ça. C'est ça. Et c'est ça qui est l'intérêt du livre. Voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Merci à toi. Merci à toi, merci à la radio. C'était vraiment un grand plaisir de parcourir tout ce chemin. Plaisir Et partagé. puis on se retrouvera peut-être pour le volume 2. Avec grand plaisir. Chers amis, bonsoir et à bientôt. C'était Judaïsme pluriel. Alors à la semaine prochaine. Au revoir.